Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Bonjour à tous, je suis avec Mathieu Thomas, joueur français de para-badminton de haut niveau. À 17 ans, sa vie bascule, une tumeur cancéreuse l'oblige à subir une opération qui lui laisse une paralysie de la cuisse droite. Aujourd'hui, il transforme son handicap en force intérieure et fait de sa singularité un moteur de performance et de résilience. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Mathieu. Merci de ton accueil, Flavie. Alors, pour commencer, je t'ai demandé d'apporter ou en tout cas de venir avec une idée d'objet qui te permettra de te présenter. Lequel as-tu choisi? Alors j'ai choisi un volant de badminton, mais je l'ai pas apporté avec moi. Je suis en déplacement là, mais je l'ai pas avec moi, mais normalement j'ai toujours un volant avec moi. C'est ça qui est le pire. Ce volant pour moi ça représente, un peu toute ma vie, dans le sens où c'est, quelque chose qui est à la fois fragile, délicat, c'est aussi quelque chose qui, moi que je trouve magnifique. Et la même, tu sais, le toucher du volant, bon après je suis amoureux du badminton, donc c'est normal que je sois amoureux aussi de ce volant. Mais voilà, et c'est qu'une petite plume cassée va, changer, toute la trajectoire du volant. Et donc du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, de se dire qu'en fait, il faut une harmonie entre toutes ces plumes pour que le volant aille bien droit, donc rester bien aligné par rapport à ça. Heu et hem et oui, ce volant, il est, comment dire? Très, très beau, ouais, au toucher. Tu parlais justement des différentes trajectoires et toi, ce fut le cas. Parle-nous un peu plus de ton parcours. Mon parcours, comme tu l'as dit au tout début, moi, c'est un peu vrillé dans ma vie, et je dirais, c'est super même, mais je l'ai pas vu comme ça au tout début. Quand je dis ça a vrillé, c'est qu'à 17 ans, ouais, on m'a diagnostiqué une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre. Ça m'a laissé un handicap. Le cancer, au final, je l'ai hyper bien vécu et accepté direct en mode, cool. Et même c'est même très rare d'entendre ça, mais cool, il m'arrive quelque chose dans ma vie, d'important et à relever comme défi. Mais après, le handicap a été très compliqué à gérer, en tout cas le regard des autres, ma diminution et l'image que moi j'en avais. Donc j'ai tout fait en tout cas pour le cacher. J'ai tout fait pour pas appartenir à cette famille de personnes en situation de handicap. Un rejet total, voilà, toutes les phases que tu rentres avant l'acceptation, un rejet, déni, colère, tout ce qui peut aller avec. Et c'est 13 ans plus tard, après avoir, énormément travaillé, changé un peu de domaine, c'est-à-dire, mis de côté le sport à cause du handicap, parce que j'arrivais plus à faire comme je voulais et parce que ça se voyait quand je faisais du sport. Donc j'ai plutôt misé sur les études supérieures, sur mon métier où je suis ingénieur dans le digital et hem et dans l'innovation. Et en fait, à 30 ans, je prends un autre virage encore une fois, où là, grâce au sport, et grâce à la mère de mes enfants aussi, ça va me changer, mon regard sur le handicap. Et surtout, je vais me lancer ce défi de faire les Jeux paralympiques. Heu, Ça va mettre, ouais, 13 ans à rentrer dans cette acceptation. Et puis une fois que j'ai commencé à rentrer dans cette acceptation, bonheur total en quelque sorte. Tu te libères entièrement. Et là je découvre, le sport de haut niveau. J'ai des enfants aussi, chose que je voulais depuis très longtemps et pas sans galère, parce que du coup, on a 2 enfants, déjà on a des jumeaux, mais via la PMA, avec 3 filles, 3 ans de longs combats pour en avoir. Et donc, voilà, c'était, long chemin en tout cas, et c'est toutes les étapes. Je pense qu'on va en parler aussi, mais dans le sport de haut niveau, pas mal d'échecs. Et je crois même il y a pas si longtemps, Roger Federer disait que, sur les 500 points qu'il a peut-être gagnés, il y en a 496 qu'il a perdus. Au final, il y a aussi beaucoup d'échecs et ça se joue à pas grand chose pour gagner des choses, pour gagner les matchs.
On reparlera de ces gros échecs, en tout cas de ma vie, qui sont Tokyo et les Jeux de Tokyo et les Jeux de Paris. En effet, on reviendra sur cette notion, d'échec, parce que, toi, c'est ce qui t'a forgé et avant ça, j'ai 2 questions, comment, on peut se dire, «Cool, j'ai un cancer». Qu'est-ce qui fait que, bah, voilà, il y a il y a une partie de toi qui est quand même content d'avoir ça et d'un autre côté, qu'est-ce qui fait que vraiment tu rejetais, ton handicap? Pourquoi cool? Parce que je pense qu'en fait, c'est mon essence. Je suis fait pour combattre les choses. Je suis fait pour relever des gros défis. Je suis fait pour être un phénix et de renaître de mes cendres. Et donc du coup, au final, ça m'a recentré sur ma mission de vie en quelque sorte aussi. J'ai ressenti en tout cas un alignement quand j'ai eu ça, en me disant j'ai un vrai combat à mener. Et après sur la deuxième question sur le fait pourquoi j'ai rejeté ou j'ai pas accepté le handicap tout de suite, c'est l'image qu'on en a vraiment. Moi déjà j'avais comment dire, une très faible image du handicap. J'étais très peu côtoyé. Les seules personnes que j'ai pu côtoyer dans le handicap, c'était une classe en primaire et tête de turc de toute l'école. Donc c'est au final le handicap, je le vois comme quelque chose de négatif, comme la mort, comme quelque chose de diminuant, euh, ou même les gens ont pitié d'eux pour certains, ou sinon c'est de la moquerie. Donc difficile de dire chouette. Ce qui m'arrive est une très belle chose, mais aujourd'hui, par la connaissance et par aussi le changement de regard que j'ai pu avoir depuis tout ce que j'ai pu côtoyer aussi. Euh, Aujourd'hui, je peux dire que c'est une vraie chance d'être en situation de handicap. En tout cas, moi, je le vois comme ça. L'avoir eu aussi jeune, c'est une vraie chance parce que du coup, ça m'a permis de m'adapter encore plus euh, que si j'avais eu mes deux jambes. Et donc, du coup, le fait de s'adapter aussi jeune, je pense que ça m'a laissé aussi des capacités à m'adapter encore plus dans la vie. Et au final, la vie, c'est que de s'adapter. Moi, je trouve ça hyper intéressant, hein, tu vois, toute cette partie-là. Quand je dis intéressant, c'est même, tu sais, tout le monde du handicap où on est beaucoup à dire que c'est pas adapté, que l'État fait pas son job, que voilà, tu sais, on critique beaucoup, donc en même temps, c'est très français. Mais je trouve hyper intéressant ce côté où en fait, c'est à nous de créer notre place. Je vois pas pourquoi on devrait attendre des autres que les que les gouvernements se bougent ou ainsi de suite. Je pense que si on est légitime, moi je pense être légitime à réclamer tout ça et donc du coup il faut se battre, trouver des solutions au lieu de râler. Mais je pense que beaucoup de personnes râlent et c'est très français. Et qu'est-ce qui a fait que justement ça t'a permis de changer de regard sur le handicap, de trouver cette légitimité finalement, bah, à être? Déjà, c'est parce que en côtoyant aussi d'autres sportifs en situation de handicap, des personnes qui étaient amputées, des personnes qui étaient en fauteuil, qui pratiquaient le même sport que moi, différemment, et moi, ils m'ont bluffé. Ils m'ont bluffé de voir cette adaptabilité qu'ils ont pu réussir à faire. Et du coup, je me dis, en fait, j'ai plus d'excuses, je dois trouver aussi des solutions. C'était une vraie source d'inspiration. Et puis, après, j'ai aussi rencontré d'autres athlètes dans d'autres sports. Et je me dis, OK, il y a aussi quelque chose à apprendre, surtout les autres pays. Et là, je parle d'athlètes français, mais après, quand je vais voir d'autres athlètes dans d'autres pays, quand je vois aussi dans les situations dans lesquelles ils sont, dans la situation dans laquelle ils ont grandi, je me dis, mais waouh, j'ai une chance de fou et j'exploite pas autant qu'eux. C'est-à-dire que eux, ils ont réussi à s'adapter de façon monumentale et c'est encore une source d'inspiration pour aller chercher, toi, des adaptations, toi, des moyens pour pas te plaindre. C'est un truc de fou, mais il y a vraiment pire, plus loin. Et ça, tu sais, on dit souvent que les voyages forment, bah, carrément. Et j'ai cette chance de pouvoir voyager grâce au sport. Alors déjà, je voyageais déjà avant, mais heu, j'ai le sport plus le handicap m'a ouvert tellement les yeux sur un monde, heu, de personnes tellement résilientes, de personnes qui ont un courage de fou que tu prends des claques à chaque fois que tu pars, quoi. C'est ça qui est dingue. Il y a, un joueur, un sportif ou toute autre personne qui t'a vraiment inspiré,
concernant ce C'est pas sujet? une personne. Et puis alors, moi, j'aime pas dire qu'il y a une personne qui m'inspire, parce que je trouve que ce serait tellement réducteur. C'est vraiment la part de chaque personne que j'ai pu rencontrer qui m'ont inspiré. D'aller chercher, en chacun de chaque personne que j'ai pu rencontrer, un trait, de leur caractère ou de leur discipline. Ça se trouve, certains, c'est leur vie, c'est leur résilience. Pour certains, c'est leur optimisme. Pour certains, c'est de jamais se plaindre et d'avoir toujours ce sourire. Donc voilà, chaque petite chose m'inspire pour me dire, voilà, qu'est-ce qui peut me rendre meilleur et qu'est-ce que je peux aller chercher chez chacun et qui fait que je peux moi être meilleur. Et en même temps, moi, ce que j'aime aussi beaucoup dire, tu vois, c'est que les attraits de chaque personnalité, en fait, c'est qu'est-ce que je vais aller surtout chercher, c'est leur singularité. C'est ça qui m'amène à être inspiré. Et je me dis qu'au final, je souhaite pas leur ressembler, je souhaite aller chercher et à connaître à travers leur histoire des petites failles qui sont chez moi et de mieux me comprendre pour essayer de mieux comprendre quelle est moi ma singularité pour essayer de l'enrichir. Quand je dis l'enrichir, c'est dans le sens de l'identifier le mieux possible, parce qu'une fois que j'ai identifié le mieux possible qui j'étais, quelle est mon essence, quelle est ma mission par rapport à tout ça, et que je m'aligne par rapport à ça, c'est parfait, quoi. C'est ça, Mmh. c'est ça ma quête aujourd'hui. Et en effet, pour trouver souvent sa singularité, ça passe par différentes étapes, parfois très douloureuses. Hem, Toi, quelles ont été justement ces phases, qui ont été, difficiles, mais qui ont aussi été des étapes finalement d'un beau chemin que tu continues, à suivre? Je trouve ça hyper difficile de prendre le recul sur les étapes qui nous ont permis de nous élever comme ça. Et c'est souvent à la fin du chemin qu'on se rend compte des grosses étapes qu'on a parcourues. Et quand tu es sur ton chemin, c'est très difficile de d'identifier ces grandes étapes. Mais je vais quand même répondre à ta question. Les grandes étapes, clairement, c'était l'acceptation du handicap. Ça m'a fait un bond total. L'échec de pas être qualifié à Tokyo, ça m'a mis une très bonne claque aussi. Euh, L'arrivée de mes enfants m'a fait prendre conscience aussi de beaucoup de choses. Et le fait qu'ils grandissent tous les jours, du coup, c'est sans cesse. Mais la grosse étape, c'était quand même leur naissance et cet accomplissement aussi. Euh, Plus gros douleur, Paris 2024, réellement, de pas être qualifié à Paris 2024. Je pense que c'est la chose qui m'a fait le plus souffrir. Et le même jour où j'ai pas été qualifié, ma compagne se sépare de moi aussi. Donc j'ai subi un double tacle. Et ça devait se passer comme ça, encore une fois, mais ça a été très douloureux à vivre ce moment-là et ça m'a mis à plat. Et ce qui est assez drôle quand tu parles de connaître sa singularité passe par des douleurs et des échecs. Je trouve ça dommage en quelque sorte d'attendre d'être dans le plus mal possible pour comprendre les choses. Et j'aimerais, hein, tu vois, là, travailler tellement sur soi euh, et à comprendre les choses pour dire est-ce qu'on est obligé de passer par ces grands moments de chaos pour changer ou pour Mmh. identifier des changements et opérer des changements dans nos vies. Ça, j'ai pas la réponse réellement, parce qu'à chaque fois, les grands changements opèrent par le chaos. Donc là, moi, je pense que 2024, j'ai subi un grand chaos, grosses dépressions qui sont parties derrière. Tout n'est pas résolu. Je suis encore sur ce chemin de réparation. Euh, Et en même temps, parce que le chaos était vraiment profond, très ancré. Et en même temps, je me dis c'est que c'est ce qui moi me donne l'espoir aujourd'hui, c'est que plus le chaos est grand, plus la transformation va être importante, et donc du coup tout ce qui va se passer derrière sera encore plus grand. Euh, tout est fait d'équilibre, c'est-à-dire que à grand trauma égale gros changement derrière et grosse nouvelle vie. Donc je me dis, ok, chouette. Mais quand tu es toujours dans le tunnel et que tu vois pas le bout de la lumière, tu te dis, ouais, j'aimerais bien sortir. J'aimerais bien les beaux dictons de dire que ce qui est encore plus grand arrive derrière. Mais montrez-le-moi un tout petit peu, au moins donnez-moi une image, donnez-moi quelque chose. Mais quand t'es dans le noir total, t'as toutes tes peurs qui reviennent en plus. Euh,
Ça vient en plus avec retravailler tout ce que tu n'as pas pu régler avant et c'est sympa quoi à vivre. La vie est faite pour qu'on en apprend, tous les jours. Alors parfois, et je pense que l'univers, de manière générale, sait que, voilà, la personne est prête pour continuer son chemin, pour continuer d'apprendre et bon, bah, parfois, oui, il nous met Ouais. des obstacles, conséquents et très difficiles. C'est bien que tu dises, est-ce qu'il sait où on est prêt ou pas? Ça, j'en sais rien, tu vois? Dans le sens où, est-ce qu'il sait qu'on est prêt ou est-ce qu'il se dit: «Non, non, là, tu fais tellement fausse route que je vais te mettre une bonne épreuve pour te remettre droit dans le chemin». Moi, je crois plus à ça. Mais oui, pourquoi pas et si on prend l'exemple, ton ce que tu considères comme premier échec à Tokyo, sur quel point, du coup, tu étais pas aligné? Qu'est-ce que l'univers, voulait te dire? Bah, clairement, moi, quand il me dit: «Tu pas qualifié en étant 7e mondial» et qu'ils prennent que les 6 meilleurs mondiaux, alors que je me suis bataillé pendant 5 ans pour y aller et je pensais y aller et je perds la qualif, d'une place avant et que j'ai pas doué le quart non plus, à la fin en étant 7e, ça fait mal, mais par contre, j'ai réussi très vite à repartir parce que derrière je me suis dit en fait, je me dis toujours ça, c'est-à-dire qu'un peu comme dans cette épreuve de dire: «Dans chaque épreuve dure, tout ce que tu vis là est un moyen d'apprentissage parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand derrière». Ça, c'est vraiment mon leitmotiv tout le temps. Du coup, c'était simple de trouver quelque chose de plus grand que les Jeux de Tokyo. Il y avait les Jeux à Paris et ça arrivait 3 ans après parce que avec le Covid, on a décalé d'un an, c'était en 2021 Tokyo. Donc j'avais 3 ans pour préparer de Paris. Je l'ai vu tout de suite le grand événement derrière et c'était facile pour moi de me reprojeter et de passer à quelque chose. Et en quelque sorte, ce quelque chose trop facile, j'ai pas pris les bonnes leçons. J'ai quand même appris de cet échec de Tokyo et de faire des changements aussi à, mmh, par rapport à Tokyo et genre à Paris, j'ai fait des changements par rapport à Tokyo, dans le sens où j'ai pris un autre coach. Qu'est-ce que j'avais identifié? J'avais identifié qu'il me fallait un prépa mental, heu, autre, parce que j'en avais un, mais qui était collectif et j'avais besoin de le mien et prépa physique pareil, j'avais manqué de physique sur cette fin de qualif, pour Tokyo et donc du coup, coach dédié, juste pour moi et pas en mode collectif où je m'entraînais avec un groupe. Je me dis: «Là, j'ai besoin de tout ça». Donc j'ai besoin d'individualiser les choses et j'ai besoin d'un deuxième coach pour faire du 50-50. Donc j'avais identifié les choses, mais ça a pas suffi. Donc ça veut dire que ce que j'ai mis en place pour aller à Paris, c'était peut-être des des choses qu'il fallait modifier, mais c'était pas l'essence même parce que du coup, j'ai pas pu me qualifier et quand je dis je me à Tokyo, je suis pas qualifié parce que j'arrive 7e, ils en prennent 6. À Paris, j'arrive 8e, mais pour prendre, on va dire, il y a une règle aussi, au niveau des Jeux olympiques et Jeux paralympiques, c'est qu'un homme et une femme doivent être représentés pour chaque continent. Et dans l'Océanie, meilleur océanien homme se trouve être dans ma catégorie, être 17e mondial et sélectionné en tant que 8e. Et moi, j'arrive du coup 9e à la fin de la qualif et ils en prennent 8. Et ils en prennent pas un de plus. Donc à chaque fois, je perds d'une place mes jeux. Donc si c'est que d'une place, encore une fois, ça veut dire quelque chose. Et ce quelque chose, je suis encore en train de le travailler parce que c'est pas réglé. Et c'est beaucoup plus fort que de la prépa physique, que de la prépa mentale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur la prépa mentale, mais ça va au-delà de ça encore. Sur un alignement total, ce que je disais, c'est que je pense que ma tête et mon corps, ils savent très bien se parler, mais mon inconscient et mon essence, pour discuter avec eux, là, je pense qu'il y a eu un quiproquo depuis un petit moment dans ma vie, pas si aligné que ça et c'est là que je dois travailler et qu'aujourd'hui, je travaille en hypnose, je travaille, beaucoup en introspection, je travaille beaucoup sur la spiritualité, et parce que j'ai eu cet éveil, grâce à mes voyages aussi en Inde, en Indonésie, ou des pays, qui sont, culturellement beaucoup plus ouverts sur la spiritualité et voilà, je pense que voilà, c'est en tout cas, voilà mes changements, pour opérer, pour aller chercher une qualif à Los Angeles. C'est très, étonnant et en même temps, moi j'y crois à fond, mais on en parle peu de ce côté, inconscient, spirituel et par exemple, les rêves peuvent être des messages, ultra, inspirants sur, bah, quel est le chemin à prendre, vers quoi je dois aller, et c'est,
ultra intéressant de travailler ça justement avec les sportifs parce que là, tu peux vraiment aller chercher l'alignement comme tu dis, corps, esprit, âme, vraiment du plus profond de toi. Et alors tu disais notamment, tes voyages, dans les pays asiatiques, tu me parlais juste avant que tu partais en trek. Qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce que tu vis? Parce que ça aussi c'est, ces moments en seul, d'introspection sont fous. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est tout nouveau. Parce que moi, ça fait 40 ans, j'ai 41 ans, et j'ai jamais été seul dans ma vie. J'ai toujours trouvé des relations, j'ai toujours été en couple. Et là, ça fait 2 mois où, je suis seul et c'est ma plus longue période de célibat en 40 ans. Parce que même quand je fais le passé de comment dire, de mes relations même à l'école maternelle, je me revois avoir des petites amoureuses et tout ça, donc je me dis: «Non, ça fait 40 ans» et donc tout ce travail-là, il est hyper intéressant à faire, heu et en fait, c'est ça, c'est marrant, c'est de dire à quelle place tu mets là-dedans, même dans ta vie pro et dans ta vie de sportif de haut niveau. Quelle place ça prend aussi tout ça et qu'est-ce que ça vient dire est-ce que c'est, mon enfant intérieur? Est-ce que c'est, une peur d'abandon, pas réglée? Heu, on a tous, hein, des petites peurs d'abandon, hein. C'est légitime et puis on a tous, été enfants, laissés peut-être 5 minutes de trop dans un berceau et donc du coup, quand tu es enfant, 5 minutes dans un berceau, on n'a pas la notion du temps. On sent que nos parents sont partis, on se sent abandonné, boum, ça crée une dépendance affective ou une création d'abandon qu'on peut retrouver et après amplifier chez nous. Donc bref, c'est quelque chose qu'on a tous, je pense. Maintenant, c'est comment émotionnellement on va le chercher, cette intelligence émotionnelle. En fait, je travaille vraiment beaucoup sur tout ça. Et le trek, pour moi, c'est alors peut-être tendance en plus en ce moment. Donc, je dirais tant mieux si on peut avoir des tendances comme ça au lieu des jeux vidéo ou d'autres choses. Et je pense que ça a aidé aussi avec, je pense à Inoxtag avec son docu Kaizen. Je pense qu'il a fait changer aussi les choses grâce à ça, d'aller monter l'Everest, même si ça critique. Je trouve que très très bon d'aller se dire va te reconnecter à la nature, va te reconnecter à toi et dans l'effort et dans le dépassement de soi. Parce qu'aujourd'hui c'est aussi ça, c'est-à-dire que d'aller chercher un trek en montagne. J'en ai fait un début mai où je suis allé chercher du 1000 de dénivelé positif par jour. Ça m'a fait mal, mais les descentes, c'est D+, les gens ils disent: «Ah ça fait mal», mais chez moi avec l'handicap, les D-, c'est un enfer. Je j'étais, je pestais contre l'univers, mais pourquoi? Et en même temps, tu le fais, tu réussis, tu reprends de l'estime de toi. Tu, tu trouves des solutions. T'acceptes aussi de descendre moins vite. Et ça, c'est pas facile chez moi, de pas aller aussi vite que je voudrais. Donc du coup, voilà, tu prends le temps, comme dirait, mon préparateur mental, m'avait dit, «Mathieu, il faut que tu prennes le temps d'aller vite». Et j'étais resté scotché, je fais: «Qu'est-ce que tu me racontes là? Prendre le temps d'aller vite». Ouais, cette phrase-là, quand tu es tout seul en montagne, que tu dis, il faut que je prenne le temps pour avancer et en fait aller vite, c'est avancer et d'aller à son rythme, d'aller plus loin et je pense que voilà, c'est un peu tout ça que je vais aller chercher, là-dedans, d'aller aussi évacuer aussi toute la douleur qui, par le sport et par le fait que tu es en pleine nature, tu es face à toi-même, tu peux plus te mentir. Je pense que c'est surtout ça. À un moment donné, tu as trop de distractions, tu as trop de moyens de leurrer ton cerveau, quand tu es en ville ou quand tu es, c'est impossible de le faire. Tu peux plus leurrer et au final, quand tu es là-dedans, vu que tu peux pas leurrer ton cerveau, tu te retrouves face à toi-même, ça te fait peur, tu as pas le choix, mais en même temps, ça fait un bien fou. Donc tu passes par du chaos et est-ce qu'on aime se faire du mal? Je pense pas, même si en tant que sportif de haut niveau, je pense qu'on est un peu dur au mal et on aime ça quand même de se faire du mal. On aime ça un petit peu, on est un peu maso. Hem, mais c'est parce que derrière, on sait aussi ce ce côté positif quand tu as travaillé très, très dur et qu'à la fin, tu as un succès personnel. Et ton succès, c'est pas forcément de gagner. C'est ça qui est dingue. C'est un succès de dire: «J'ai atteint telle étape»
je suis rentré dans le top 8. Je suis rentré, et c'est ça et encore une fois, on a trop tendance à mettre des objectifs de dire, «Il faut être le numéro un», mais les étapes intermédiaires avant d'être numéro un, heu, elles sont hyper importantes et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait défaut, en me disant, «Je commence le haut niveau à 30 ans, j'ai pas beaucoup de temps donc il faut que j'aille vite» et va brûler des étapes et en brûlant les étapes, c'est le meilleur moyen de te perdre. C'est le meilleur moyen de pas trouver, de pas réussir tout court. Ça peut marcher. Il y en a qui peuvent réussir et il y en a qui se sont mis très tard, à être très, très bons ou soit ils ont trouvé les clés, ou ont réussi à mettre step by step pour arriver à où ils en sont. Heu, tu sais, je trouve qu'on partage très peu nos échecs et on partage beaucoup nos victoires. Merci les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est tellement beau aujourd'hui de montrer ses failles, de montrer tout ça, parce que je suis dans cette déconstruction totale, de me dire en fait ce qui nous rend vraiment beau et fort, c'est pas qu'est-ce qu'on a réussi à réaliser, mais surtout qu'est-ce qu'on a réussi à transformer. D'ailleurs, parce que tu le dis, en effet, on parle jamais, des échecs, des blessures quand vraiment on est au plus profond du trou ou par exemple de la dépression et est-ce que tu serais OK, toi, de nous en parler un peu plus en amont des JO finalement, bah, tu pas sélectionné et là, bah, tu sombres. Parce que je pense c'est si tu OK évidemment, mais d'ouvrir la parole aussi là-dessus, parce qu'il y a plein d'autres Ouais, sportifs qui vivent ça. C'est un vrai sujet. on en parle de plus en plus et je trouve ça Ouais. génial. Quand même, il y a beaucoup de sportifs qui ont commencé à en parler de la dépression, et de la dépression que tu gagnes, que tu perdes. C'est ça qui est dingue. Heu, je pense à Adil Rami, après les jeux les coupes du monde qui disait que je suis en dépression parce que et pourtant, c'est pas le plus grand joueur qui a fait la coupe du monde. Donc tu peux te dire, pourquoi tu as été, dans cette dépression-là. Je pense à Florent Manodou qui en a parlé beaucoup aussi, qui parlait aussi beaucoup de sa sœur. Voilà, en tête d'affiche, moi, c'est à eux que je pense, sans parler de dépression, mais de parler de la santé mentale, Teddy Riner, qui en parle énormément sur la prépa mentale, mais surtout cet équilibre qui l'a fait être là, c'est parce que tout joue là-dessus. Donc ouais, moi je trouve qu'on en parle beaucoup et en même temps il y a beaucoup de non-dits et en même temps il y a peut-être encore beaucoup de personnes qui disent non, il faut pas que j'en parle, il faut pas que je le dise. Mais mais bon, je trouve ça quand même cool qu'on puisse quand même en parler. Moi, il y a pas de souci pour en parler. Honnêtement, je trouve ça tout à fait normal. Et moi, de montrer mes faiblesses, ça me rend vraiment plus fort. Avec grand plaisir pour en parler. Comment ça s'est passé pour toi? C'était quoi le déclencheur? Quand on est en dépression, bah, comment on est? Du coup, bah, ça a commencé 16 mai 2024. Le matin, je suis à l'entraînement. Moi, j'ai tout préparé avec mes équipes. J'avais une équipe de malades pour préparer Paris. Du coup, j'ai tout prévu. On doit faire la fête le soir. J'ai mon ex-copine qui vient de Rennes pour venir sur Paris pour fêter ça. Et le matin, moi, je suis à l'entraînement. Je suis au taquet. En fait, je lâche pas l'affaire. Je J'ai mes alternants qui sont là pour immortaliser ça et qu'on arrive à le transmettre et à le faire vivre à tout le monde. Et en fait, j'ai un appel qui me dit: «Non, ça passe pas encore, c'est fini». Et là, je tombe par terre, littéralement. Je tiens plus debout. Je comprends pas. Et même en parlant, tu vois, je sens encore que c'est et pourtant j'avais travaillé, ce travail-là en me disant, comment dire? C'est, de célébrer cette journée comme un vrai changement dans ma vie, mais de façon positive parce que pendant même presque un an, c'était, journée noire et aujourd'hui, c'est plus une journée noire, c'est, ma journée de mon changement. Ça mais c'est marqué, cette journée au changement. Et puis, bah, du coup, moi, je suis dans un mal-être vraiment profond et puis, le mal-être profond vient de mes peurs. J'ai besoin d'être rassuré et au final, bah, je suis pas encore rassuré du tout parce que du coup, mon ex me quitte à ce moment-là, en me disant que c'est trop, qu'il y a trop d'intensité, que c'est plus possible, qu'elle se retrouve plus et que du coup, elle a besoin de partir. Donc j'accuse tout ça et donc je sors pas de chez moi pendant une semaine, je pense à peu près. Mon entraîneur me dit: «Non, ça va te faire du bien, viens à l'entraînement». Je viens à l'entraînement et en fait, je mets mes chaussures, je m'échauffe, mais pas comme je m'échauffe quoi, j'ai pas envie de m'échauffer, j'ai pas envie d'être là. Et qu'est-ce que je fais là? Mais vraiment et au bout de quelques frappes dans le volant, je me mets à pleurer. Même lui, il se dit: «Ah ouais, c'est vraiment profond, c'est quelque chose de fort. Si tu veux arrêter, ainsi de suite». C'est juste que c'est pas que je veux arrêter, c'est que j'ai pas l'envie, j'ai envie de rien, je sais pas pourquoi je suis là.
Et c'est dur parce que c'est toute ta vie, en fait, aussi. Tu as passé, 10 ans de ta vie à t'entraîner dur et du coup, la seule chose qui te fait du bien, te fait du mal, aussi. C'est ça qui est ambivalent. Et je vais réussir à me raccrocher à une chose, c'est-à-dire que, bah, je suis quand même entouré, j'ai mes managers, j'ai ma famille, qui sont là, qui me soutiennent énormément. Mais en même temps, quand tu es dans cette phase-là, il y a personne qui peut t'aider. C'est dingue. Ils sont là, mais en même temps, toi, tu te sens seul. T'as l'impression que personne peut t'aider, personne te comprend, personne peut comprendre à quel point tu as mal. Et leurs petits mots, leurs petites choses, et puis le temps avance aussi. Et tu te dis, bon, attends, il y a quand même les Jeux à Paris. Moi, j'habite entre le Parc des Princes et Roland-Garros, donc 2 sites qui étaient olympiques. Je ne peux pas ne pas vivre les Jeux. Genre, soit je pars de Paris complètement parce que du coup ça va me faire trop mal, ou soit tu dis non mais attends c'est les premiers Jeux paralympiques en France et ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu les Jeux en France, donc c'est peut-être la seule fois dans ta vie que tu vas vivre ça. Bon, maintenant on sait qu'on a les Jeux d'hiver, mais en tout cas sur les Jeux d'été, on sait pas. Donc va vivre ces jeux comme tu trouves un moyen de vivre ces jeux, fais-toi violence, fais quelque chose et en fait, parce que j'ai un dossard pour le marathon pour tous et encore, j'étais même pas sûr de l'avoir, mais je contacte les organisateurs pour avoir ce pour être sûr que j'ai bien mon dossard parce que je réponds aux mails de janvier au mois de juin. Heu Est-ce que vous êtes toujours OK pour votre dossard? Et moi, je réponds 4 mois après. Et derrière, quand je vois dans les mails, c'était réponse avant fin février ou mi-février. Je suis un peu hors des clous, mais ils acceptent parce qu'ils ont aussi du retard et qu'ils n'ont pas adressé tout leur dossard. Donc j'ai encore ce dossard-là et ça va me motiver pour vivre ces Jeux olympiques en faisant que de la prépa pour un marathon, alors que moi, mon médecin à 17 ans, il me dit: «Tu pourras plus jamais courir». Donc c'est aussi ça, ça a été un vrai combat et de me dire: à la fin, je vais courir en 6h12. Je suis marathonien, donc c'est un vrai exploit pour moi qui déteste courir surtout, qui pensait pas arriver là-dedans, mais je savais que je pouvais le faire dans ma préparation, mais en même temps, pas sans mal. Je savais pas dans quel état j'allais finir et c'est voilà, c'était une vraie satisfaction de ça. Je savais pas comment j'allais vivre aussi les Jeux paralympiques parce que du coup, moi j'avais tous mes partenaires avec qui j'ai décidé de vivre cette fête et cette aventure. Donc que ça soit positif ou négatif, je leur ai dit: «Bah, moi j'ai des places, on part ensemble» et j'avais 50 places sur les jours, où je jouais. Bah, je joue pas, mais j'ai quand même 50 places. Donc j'emmène les collaborateurs de mes partenaires à vivre cette expérience et au final, je me retrouve dans les tribunes à parler de mon sport et j'avais peur moi, de me dire, quel sentiment je vais ressentir? J'ai une part de jalousie parce que j'ai envie d'être à leur place, je suis dégoûté de pas être là et en même temps c'est magnifique, et au final j'ai eu cette place de me dire: «Mais en fait, je suis hyper content de pouvoir partager mon sport à d'autres personnes, de voir, dans les yeux de certaines personnes, de dire: "Waouh, le courage qu'ils ont et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait?"» Donc du coup, d'avoir aussi cette expertise sur la discipline, sur tout ça, donc j'avais ma place là-dedans, autre, mais j'ai eu ma place pendant les Jeux paralympiques et ça m'a fait du bien. Et par contre, le boomerang revient, fin des Jeux de Paris parce que du coup, bah, ça se termine et là, je retrouve mes potes qui aussi ont vécu les Jeux, même avoir des médailles et eux aussi sont en dépression. Parce qu'au final, on a tout misé, on a mis cette énergie, il y a eu une ambiance folle et ainsi de suite et à la fin tout s'arrête. Et là, qu'est-ce qui te remotive pour te rentraîner, même qu'est-ce qui te remotive pour dire, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Qu'est-ce qui va te permettre de repartir? Parce que, honnêtement, moi, je vois pas ce qu'il y a de plus grand encore que les Jeux de Paris. Les Jeux de Los Angeles, je pense, vont être de très beaux jeux. C'est aux États-Unis, ça reste quelque chose de bien, même si Trump est au pouvoir. Heu, mais ça reste quand même, voilà, une grande nation, c'est la numéro 1 nation, dans les Jeux olympiques, donc tu t'attends à des jeux grandioses. Aussi, bon, c'est pas à la maison, c'est pas pareil. Mais voilà, c'est très difficile de voir comment tu vas aller, redonner du sens et de l'alignement. Est-ce que quand tu as tout gagné, tu dis: «Comment je vais écrire l'histoire?»
Tu vois, c'est ça, qu'est-ce qui pourrait être encore plus grand de dire: «Bah, j'en ai gagné une, ou une 2e médaille d'or». Je pense à Lucas par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui va le motiver pour repartir sur une 3e? Bah, voilà, c'est, lui, il veut marquer l'histoire, de ce sport. Je pense qu'il le marque déjà l'histoire de ce sport, mais elle est encore plus loin d'enfoncer le clou. Teddy Riner, c'est ce qui l'a sûrement motivé aussi. Tous les grands champions, Martin Fourcade, des choses comme ça, c'est d'aller encore plus loin. C'est, de créer, de battre des records, d'aller chercher encore plus grand. Voilà, c'est ça qui nous élève et qui nous pousse à aller chercher encore plus loin. Mais il faut la trouver cette raison. Et quand tout de suite tu viens de vivre ce moment magique, très compliqué à savoir qu'est-ce que tu dois aller plus loin. Et pour éviter en tout cas cette partie-là, il y a, je pense, tout un accompagnement à avoir avec les athlètes là-dessus sur l'après. Et je pense qu'on nous focus que sur l'event. On te fait penser qu'à ça. Je trouve que certains coachs sont obnubilés par ça et après en plus on se double discours en disant «Ah, détends-toi, c'est qu'une compète, travaille là-dessus», mais en même temps te font comprendre et te font ressentir cette pression-là. Donc c'est ça qui est, ce qui est pour moi pas bien, même au niveau de ton staff et au niveau de du coaching de certains entraîneurs qui on sait que c'est important, on sait que c'est ils ont aussi la pression de leurs supérieurs, de l'État, de l'ANS, de tout le monde là qui veut que tu aies des médailles. Et donc du coup, je pense qu'il y a eu un beau travail fait à Paris par rapport à ça, mais c'est pas encore suffisant parce que il y a encore eu trop d'athlètes qui sont été en dépression après. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'à gagner. Comment on fait pour gagner sur place? Mais on nous a pas dit, qu'est-ce qu'il y avait de plus grand encore derrière. Et ça se prépare, je pense, pour aussi enlever la pression sur l'event en lui-même et de se dire, «OK, de toute façon, il y a quelque chose qui m'attend encore plus grand derrière, donc je peux m'enlever cette pression-là, mais maintenant, c'est maintenant. On pense pas au futur». Ah voilà, c'est cette ambivalence aussi de dire, il faut penser à maintenant et pas à l'après, mais il faut quand même penser à l'après. C'est important. Et comme tu dis, tu as utilisé les mots «tout s'arrête» et en fait, c'est ce qui se passe chez les sportifs quand il y a un grand événement, une grande compétition, parce qu'on ne leur parle que de ça, parce qu'ils ne connaissent que ça d'eux et ben, en effet, tout s'arrête parce que, bah, voilà, on n'a pas pensé à l'après, à ce qu'il y a autour et tu disais aussi, c'est important que les sportifs soient accompagnés, mentalement et en même temps, tu disais les entraîneurs mettent la pression et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi d'accompagner les entraîneurs sur, eux aussi, quoi leur objectif, enfin de qu'eux aussi soient d'abord alignés, permettre aussi l'alignement avec les joueurs. Là avec une collègue, Céline, qui est aussi coach, on accompagne des entraîneurs parce que c'est un vrai enjeu, pour que, bah, le collectif se sente bien, parce que tout est lié, quoi. Mmh. Et je voulais te, poser la question de l'auditeur, puisqu'il y a la question en or de l'auditeur, et c'est Léa Ah qui OK. la pose. Et donc la question c'est: «Qu'est-ce que tu ne veux plus jamais sacrifier aujourd'hui, même pour une médaille?» Il y a beaucoup de choses et en même temps, c'est facile. C'est marrant parce qu'en termes de sacrifice, déjà, j'aime pas dire sacrifice parce que c'est un truc fort là-dedans, c'est que je préfère dire engagement. Sur quoi je ne souhaite plus m'engager, en tout cas pour avoir une médaille. Moi, je pense que sur un truc, c'est si ça dérègle l'harmonie de ma vie, je suis plus prêt à faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve une harmonie et que si ça dérègle tout, je suis plus prêt à faire ça. Heu, donc ça peut être, des compromis, ça peut être, mais pour moi, c'est un projet, collectif. C'est pas un projet individuel. J'ai mes enfants, je sais que la mère de mes enfants, ça a été très compliqué aussi pour elle, toute cette période-là et aujourd'hui, je ne sacrifierai plus, en tout cas, la relation avec mes proches pour ça. C'est trop précieux, et ça n'en vaut pas le coup. Merci, parce que évidemment quand on a un projet en tête, et en plus qui nous anime parce que ça j'imagine très bien à quel point ça te fait vibrer d'aller, aux JO, et on peut avoir tendance très facilement à oublier le reste et se focus que là-dessus. Et pourtant, bah, c'est, grâce à eux aussi qu'on a l'équilibre, que, bah, que tout se passe bien et mais c'est vrai que c'est un je te le dis parce que moi, c'est ce que j'ai pu avoir eu tendance à faire, c'est que bon, bah, ça peut passer après. Sauf que non, en fait,
C'est la base, dans ta vie, Le c'est lien social, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ouais, l'amour de tes proches, l'amour de toute façon, l'amour de tout. Il faut pas perdre l'amour dans tout ce qu'on fait. C'est le plus précieux, c'est la chose la plus précieuse. Et puis ouais, même je pourrais dire ça aussi, c'est-à-dire que au final c'est quelque chose d'encore plus grand. C'est même plus le lien, c'est de perdre l'amour. Je veux pas sacrifier l'amour de ce que je fais. C'est-à-dire que demain, pour une médaille, je sacrifierai plus l'amour que j'ai pour ce sport. Je sacrifierai plus l'amour que j'ai pour mes proches ou du lien que je peux créer, du nous dans ton couple. Ça, non, je je veux pas le faire parce que c'est trop précieux et c'est trop ton équilibre. Ça en vaut vraiment pas la chandelle. et maintenant, si on parlait, du futur parce que voilà, on arrive bientôt à la fin, qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur tes projets, que ce soit, sportifs, professionnels, Là, je suis en personnels? plein réalignement sur ça. Je pense que dans mes priorités, réellement, il y a pas si longtemps, je sentais ce flou même par rapport à Los Angeles et ce mensonge que je faisais à moi-même en me disant je veux repartir pour Los Angeles, mais pas avec le même engagement parce que je voulais y aller crescendo et ainsi de suite. Si vraiment je veux y aller, il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Et donc du coup, le gros projet, ça reste Los Angeles. Euh, et de là, je suis dans un vrai réalignement. C'est-à-dire que j'ai ce gros projet qui est là. Est-ce que je le priorise? Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais je suis honnête avec moi-même, je suis honnête avec tout le monde et ainsi de suite. Euh, c'est bien parti pour, mais pour ne pas me mentir à moi-même, c'est aussi pour ça que je fais ces treks, parce que j'ai besoin de bien comprendre au plus profond et qu'est-ce que je dois aligner sur ma diète, sur tout. C'est-à-dire que si tu y vas, c'est pas pour y aller à moitié. Même quand je dis ça, c'est euh, de pas autoriser à dire bah tiens j'ai besoin d'argent ou j'ai besoin d'un partenaire pour ça donc du coup je peux sauter un entraînement ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment d'arriver, de mettre tous les moyens pour y arriver et de plus déroger à la règle pour que il y a que ça. Maintenant tes partenaires ils sont là pour te faire vivre et ainsi de suite, donc c'est hyper important. Donc ça c'est le premier projet, donc Los Angeles. Et puis un autre projet qui me tient vraiment à cœur, que j'avais dans les cartons depuis je pense depuis très longtemps. Et en fait, c'est tout mon chemin de vie, c'est tout ce que j'ai vécu et tous ces chaos que je vis là et toute cette introspection que je vis, c'est exactement pour travailler sur ce projet-là. Donc ce projet, c'est Je te me vois et c'est un outil introspectif et surtout c'est un moyen d'aller chercher quelle est notre singularité. Donc aujourd'hui, je travaille là-dessus avec les outils, avec l'innovation, je suis en train de construire en fait un outil introspectif où là tu vas converser avec toi-même pour découvrir quelle est ta singularité, quel est ton chemin de vie, pour enfin une chose, c'est comprendre qui l'on est, qu'est-ce qui nous rend si unique, d'arriver à ne plus se comparer aux autres, mais de se focus que sur soi et sur cet alignement qu'on doit aller chercher dans notre vie. Moi, je suis en plein réalignement de la mienne et au final, si je peux créer cet outil par toutes les connaissances que j'ai pu acquérir et par rapport à tout ce que je suis en train de vivre, j'ai essayé de concaténer tout ça pour que je crée un modèle et que chaque personne n'attende pas ce chaos pour au moins se prendre conscience de qui ils sont. Après derrière, chacun est libre de se dire qu'est-ce que je me- est-ce que j'ai envie de changer quelque chose? Est-ce que j'ai envie d'y croire? Est-ce que j'ai envie de tout ça? Là, l'objectif, il est pas là. L'objectif, c'est de dire voilà, ton alignement, il est là. Et après, c'est à toi de prendre cette décision. Encore une fois, ce qui est important, c'est pas ce qui t'arrive, c'est qu'est-ce que t'en fais. OK. Par rapport à ces projets, dont notamment peut-être Los Angeles 28, tu as des sponsors, tu as des besoins de sponsors, je sais aussi que tu fais des conférences. Est-ce que ça aussi c'est important pour toi? Du coup, oui, en fait, c'est de trouver des sponsors et des mécènes, c'est toujours très compliqué parce que c'est des budgets qui sont les derniers budgets de ce qui reste. Et donc, du coup, vu la conjoncture, vu l'après-jeu, euh, j'ai eu beaucoup de partenaires qui sont partis. Donc, je suis en recherche énormément de partenaires pour aller construire ce projet de Los Angeles, ça c'est certain. Et c'est ce qui me fait aussi un peu défaut, c'est ce qui me fait douter, parce que du coup aujourd'hui j'ai pas autant de partenaires que je voudrais, et donc du coup j'ai besoin de ça.
Et en dehors des partenaires, du coup, c'est aussi pouvoir transmettre par des conférences, par des initiations. Aujourd'hui, j'emmène des entreprises à aller courir, d'aller courir leurs premiers 10 kilomètres à certains collaborateurs, parce que j'ai réussi à courir le marathon et j'ai vu cette joie que j'ai pu avoir et ce dépassement de soi. Et je me dis, en fait, je peux aller aider. J'ai aidé mon ex-compagne là-dessus aussi. Elle était en fauteuil 3 ans auparavant et elle court 10 kilomètres en se disant c'était impossible. On l'a fait en 3 semaines. Et la joie, et je l'ai vu dans son visage, la joie et la fierté qu'elle pouvait dégager de tout ça, d'aller courir 10 kilomètres. Je me dis, en fait, tout ça, il faut que les gens le vivent. Le sport, il faut que tout le monde s'y mette et on pense que le sport, c'est pas fait pour nous. Pas du tout. Le sport, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. Et il faut bouger. Et en fait, c'est notre tête qui nous limite. Et on nous a tellement appris qu'on n'était pas bon, qu'on n'était pas fait pour ça, qu'on y croit. Et que du coup, les gens, ils disent, bah non, je peux pas parce que j'ai des douleurs au genou, parce que j'ai ça. Mais nous aussi, on a des douleurs. Même certains athlètes ont des choses encore plus dures et encore plus en para. Donc du coup, c'est ce que je leur dis. Je dis en fait, c'est des excuses. Elles sont valables, mais ça reste des excuses. Tu es capable, tout le monde est capable d'eux. Et puis même si la personne dit bah non, moi je suis en fauteuil, je peux pas aller courir. Je dis non, mais par contre tu peux prendre ton fauteuil et tu peux aller faire 10 kilomètres. Et donc du coup, c'est tes épaules qui vont travailler et tu te sens peut-être pas capable d'aller faire ces 10 kilomètres avec nous. Bah en fait si. Euh, et moi, je pense que ouais, c'est que de la limitation mentale pour n'importe qui. Ouais, Après, c'est de clairement. l'adaptation. C'est de l'adaptation. C'est juste ça. Et tout le monde est capable d'avoir une activité physique modérée. Voilà, à son échelle. C'est à chacun sa montagne, comme je dis tout le temps. OK et enfin, quel message t'aimerais transmettre aux auditeurs, qui ont vécu, bah, soit, une maladie, une blessure, une amputation, et qui traversent évidemment des épreuves difficiles? Ah, le message horrible que tout le monde nous dit tout le temps. Au final, c'est la plus belle chance qui nous soit arrivée. On le sait pas. Et puis, je suis encore dans ce chaos pour te dire que c'est difficile, que c'est pas simple. Mais réellement, et j'ai l'exemple de tout le monde, et quand on est dans le plus dur, on n'y croit pas. Mais réellement, ça arrive. Chaque épreuve dure nous amène quelque chose d'encore plus grand derrière. Il faut avoir cette reconnaissance et même cette gratitude de l'événement, de dire que même si c'est dur, d'avoir cette gratitude, de dire que ce qui m'arrive, c'est bon pour moi. Et c'est hyper dur quand tu as quelque chose de très mauvais qui nous arrive, une maladie, une amputation. Mais en fait, une amputation, une maladie, une grosse blessure, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance parce que, en fait, c'est un vrai tournant pour que tu ailles faire quelque chose d'encore plus grand derrière. Mais on ne comprend pas sur le place. Sur le coup, on nous dit, on nous freine, on nous enlève quelque chose, et ça, c'est pas possible. Donc, il faut du temps pour l'accepter euh, et, et de rentrer le plus vite possible dans ce mindset, dans cette acceptation de la situation t'emmènera encore plus vite vers la chose encore plus grande. Plus tu vas ressasser, plus tu vas être en colère, plus tu vas être dans le déni, plus tu vas être là-dedans, moins tu iras vite dans dans la situation que tu dois aller. Et peut-être aussi, et encore une fois, tu vois, c'est de dire ouais, mais moi j'arrive pas à accepter et j'ai le droit d'être en colère et je dis ben oui, t'as le droit. Et puis c'est OK là-dessus. Et prends le temps qu'il faut parce que si au contraire ça prend du temps, c'est que tu as plein de choses à réparer. Donc encore une fois, c'est une très belle opportunité pour travailler tout ça. Et là, je me parle à moi-même en disant ça, hein, parce que c'est pas facile et ce discours-là, bah, c'est hyper important de l'ancrer au plus profond. C'est-à-dire que moi, il y a des jours, j'aimerais bien que je me répète à moi-même à dire ça parce que c'est pas facile et t'as pas envie de te lever non plus. Exactement. Toute dernière question, y a-t-il un Oui. fêlé dont tu aimerais écouter l'histoire? J'en ai 2. Alors, il y en a un que moi je connais un peu comme histoire, mais je pense qu'elle mériterait d'être partagée par beaucoup. C'est celle de Palermo, de Léa Palermo qui fait du badminton aussi, qui a eu qui s'est fait les croisés. Je spoil un peu, mais elle s'est fait les croisés à une jambe, elle revient, elle se fait les croisés sur l'autre jambe. Voilà, je pense que ça c'est en force mentale et tout ce qui peut lui arriver. Et puis je veux pas spoiler sur son histoire, mais tout le monde devrait écouter son histoire. Et après, l'autre personne, moi je connais pas trop son histoire, mais c'est une personne qui m'a énormément marqué sur les Jeux de Tokyo.
c'est Samir Aït Saïd. Tout le monde, je pense, a vu cette image horrible pendant les Jeux de Tokyo où quand il retombe, sa jambe part totalement, il se fracture, double fracture, bref, et ainsi de suite. Et quand je le vois sur le lit d'hôpital après en disant je reviendrai pour Paris et ainsi de suite, il a une force d'abnégation et tout ça, et je trouve ça, voilà. Moi, j'aimerais bien connaître son histoire. Et t'es le deuxième sportif à me demander de l'interviewer, donc voilà, je lui renverrai un message. Merci beaucoup Mathieu pour cet échange toujours inspirant, plutôt spirituel, mais toujours avec beaucoup de Ouais. résilience. Donc merci à toi. Merci à toi. Et puis ouais, je pense qu'on parle souvent de blessures physiques, de ce qu'on le voit, et c'est exactement ce que je défends tout le temps, c'est-à-dire moi mon handicap, j'ai réussi à le rendre invisible, et là je pense qu'encore une fois, là j'essaie de parler de blessures invisibles qu'on parle très peu, mais qui font parfois aussi, ou voire plus mal, parce que du coup on a peu l'occasion d'en parler ou de s'exprimer sur le sujet. Donc merci à toi de m'avoir aussi donné la parole, Flavie, aujourd'hui, pour parler de tout ça. Merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fêlez, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché ? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation-coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.